Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial olympique-paralympique sur le podcast Complice. J'ai vraiment le grand honneur de recevoir quelqu'un d'extraordinaire et laissez-moi vous donner une petite historique sur elle. Alors, elle a brillé aux Jeux de Rio avec 3 médailles d'or et 1 d'argent. Ensuite, elle a encore plus brillé aux Jeux de Tokyo avec 2 médailles d'or et 3 d'argent. Elle a battu son propre record mondial aux 400 mètres libres. Donc, je viens de donner un petit cue ici. On parle bien d'une nageuse. Et cette jeune fille, en fait, elle est la nageuse canadienne la plus décorée de l'histoire des championnats du monde paralympiques. Ce n'est pas rien. Est-ce que vous avez un peu deviné? Je vous le dis. Je reçois aujourd'hui nul autre que Aurélie Rivard. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Comment tu te sens? Très bien, très excitée. Pas trop nerveuse, excitée? Non, j'ai hâte quand même. Là. L'été, c'est tout le temps un petit peu plus excitant comme période, juste avant les Jeux. Je sais. Et puis, tu sais, on est là pour parler de bien des choses, entre autres les Jeux olympiques, bien sûr. Mais avant de rentrer dans les Jeux olympiques et tout ce qui les entoure, on veut te connaître un peu plus. Donc, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est raconte-nous comment tu es arrivée à décider de devenir une nageuse. Mais j'ai un parcours peut-être un petit peu plus atypique à ce niveau-là parce que je me suis jamais réveillée un matin en regardant la télévision et dire, mon Dieu, je veux être une Olympienne, je veux faire ça. Ah non? Non, j'ai pas été élevée dans un esprit de compétition où je savais pas nécessairement c'était quoi. Puis, on faisait beaucoup de sport. Puis là, je dis « on » parce que j'ai une sœur jumelle, donc je vais dire « on », c'est sûr, beaucoup de fois. On a grandi dans toutes les mêmes activités. Puis, on a fait de la natation toute notre vie, tu sais, les fameux cours Oui. de natation. Oui. On était très moyenne. J'aimais pas tant que ça, la natation non plus. Puis, c'est vraiment des gens qui m'ont ouvert des portes à gauche, à droite en me disant « Est-ce que tu veux essayer la compétition de natation? Est-ce que tu veux aller là, à cette compétition? » Moi, j'étais « OK, oui, pas de problème. » J'étais très jeune. J'avais le goût d'essayer plein de différentes choses. Puis, j'avais rien à perdre. Donc, j'ai un peu suivi ce que les autres t'ont un peu... Exactement. Mais ils ont dû voir quelque chose, oui, non? ça, c'est sûr. On disait beaucoup à mes parents que j'avais un potentiel que moi, je ne voyais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Puis, même la compétition de natation, moi, je connaissais pas ça. Je pensais que la natation, ça servait à apprendre à être sécuritaire dans l'eau, comment ne pas se noyer. Tu sais, je comprenais pas. Puis on me disait, veux-tu essayer? D'accord, pas de problème. Puis ça, là, j'avais 11 ans peut-être. Tu avais 11 ans quand tu as basculé au niveau compétitif? Oui, exactement. Quand on a commencé à me présenter des propositions pour faire de la compétition, on m'a parlé des Paralympiques que je ne connaissais pas d'ailleurs, pas du tout. En fait, je pensais pas que ça s'appliquait à moi non plus. J'avais une vision plus étroite du monde des Paralympiques. Puis c'est ça, de fil en aiguille, je me suis ramassée dans une compétition. J'ai aimé ça. OK, je vais aller faire une autre. Et le moment, en fait, où j'ai décidé que je voulais faire ça de ma vie, ou en tout cas le plus longtemps possible, oui. C'est une fois que j'étais déjà aux Jeux de Londres en 2012. Ah oui? Toutes les 3 ans, les 3-4 ans qui ont précédé, je faisais juste suivre un peu avec le recul de ce que je me rappelle, je suivais un peu ce que les autres me disaient. Essaye ça, fais ci, va là. Je suis comme, OK, pas de problème. Je savais pas trop pourquoi je faisais ça. J'étais très jeune aussi, je pense. Là. Puis c'est une fois que j'ai vécu l'expérience, que j'ai vu c'était quoi. Donc là, tu étais rendue une adolescente. J'avais 16 ans. Là, tu es rendue à 16, là. J'avais 16 ans. Tu savais ce que tu voulais un peu plus. Oui, puis c'est dans l'avion, puis j'étais comme, wow, là, je veux faire ça pour moi. J'ai des objectifs. Je veux essayer d'aller le plus loin possible. C'était vraiment cool. Là, ça venait vraiment de moi plus que des autres. Ben, je suis ici parce que je suis ici. Puis parce qu'on me l'a conseillé, parce qu'on me l'a dit, parce qu'on me l'a suggéré. J'avais pas nécessairement confiance en moi non plus quand j'étais plus jeune. Je savais pas de quoi les autres parlaient. Donc, c'était... Mais là, tu parlais tout à l'heure, tu viens de dire
Tu viens de dire, quand on m'a proposé les Paralympiques, je trouvais que ça ne s'appliquait pas à moi. Écoute, je reviens là-dessus. C'est très intéressant ce que tu dis. Tout est une question de perception. Hein. Ben oui. Mais comment, aujourd'hui, avec du recul, tu me dirais, écoute, Nawel, moi, être devenue une athlète paralympique, ça a changé ma vie. Ou ne serait-ce que ta perception. Ou... En fait, c'est ce que j'essaie. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ben, tu sais, de façon personnelle, ça a changé ma vie au grand complet parce que sans le monde des Paralympiques, je veux dire, j'ai pas de carrière, j'ai rien. Mais en même temps, parallèlement à ça, ça a élargi énormément ma vision des gens en général, de l'handicap. Pour moi, là, je ramène quand j'avais 12 ans, une personne avec un handicap, c'était une personne en chaise roulante. C'est fou. Point. Même moi-même, je me considérais pas comme une personne avec un handicap. Je n'étais pas au courant que c'était un handicap avant que je rentre au secondaire, probablement. Là. Exact. C'était pas comme ça que je me percevais. Et c'était pas plus comme ça que mes parents me faisaient sentir. Et j'avais, comme je l'ai dit, j'avais une sœur jumelle qui avait pas elle avait aucun handicap. Elle a ses 2 mains. Puis on n'a jamais été traités différemment. J'étais capable de faire probablement tout ce qu'elle pouvait faire. Exact. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème. Puis là, quand je suis arrivée à ma première compétition paralympique, là, t'as vu? Mon Dieu, la diversité d'handicap, puis de la façon dont les athlètes parlaient d'eux-mêmes, de leur handicap. Puis je pense comme la majorité des gens qui ne côtoient pas de personnes avec un handicap, j'étais mal à l'aise, je savais pas comment approcher la situation, je savais pas quoi dire. Puis j'entendais, je vais me rappeler comme si toute ma vie, là, je me rappelle comme si c'était hier, d'une personne qui avait un handicap visuel. Elle n'était pas 100% aveugle, mais elle avait une déficience visuelle. Puis elle arrêtait pas de dire, oui, pourquoi je suis aveugle de même? Puis moi, j'étais, oh mon Dieu! Toi, t'étais mal. J'étais mal, j'étais mal. Mais après ça, moi, ça a changé ma vie. Ça m'a permis d'être, comment dire, beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Oui. Puis aussi avec les autres. Puis ça m'a appris qu'on peut rire de soi. On peut être... C'est vrai qu'il y a un handicap visuel. Pourquoi on pourrait pas le dire? Donc, honnêtement, ça l'a énormément ouvert mon esprit depuis un jeune âge. Puis je pense que ça aussi, ça l'a teinté beaucoup de choses après pour le reste de ma vie avec n'importe quoi. Surtout que ça ne t'a pas empêché à faire le sport que tu aimes. non, puis ça aussi... toi, tu ne le voyais pas, ça. Tu as appris à nager comme ça. Exactement, ça m'a permis de vivre de ma passion. Ça m'a permis de rencontrer tellement de gens, de voyager. Ça m'a ouvert tellement de portes. Ça m'a... Même moi, avec moi-même, ça m'a donné une confiance, une quête. Donc, absolument. Je peux pas... Et là, tu parles de ta sœur jumelle, mais est-ce qu'elle a fait, comme toi, le sport? Oui, on a fait la natation ensemble pour le plus longtemps possible. Oui. Mais là, elle a eu elle a eu un chemin beaucoup plus normal pour une fille de son âge. Donc, après l'université, elle a arrêté de nager pour se concentrer sur ses études, sa carrière. J'aime ça quand tu dis un peu plus normal. Oui, mais elle a eu... Comme si que toi, tu as été dans un parcours anormal. Mais mon parcours est un petit peu champ gauche. C'est un peu voleur revient, va à gauche. Juste un petit peu parallèle, disons. Ouais. Elle a eu 2 ans de cégep, 3 ans d'université. Moi, j'ai eu des années d'études. Et là, on arrête, on recommence, on va là. Donc, c'est sûr que mon parcours est un petit peu plus différent que la norme des gens de mon âge. Oui. Très bien. Et puis, tu parlais... bon, moi, je me dis, je connais un peu ton parcours, mais tu sais, pour nous expliquer un petit peu tout ce qui est derrière les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. Explique-nous un peu comment qu'on y arrive. Parce que je ne veux pas mettre les mots dans ta bouche, mais tu sais, le parcours là, qu'on ne voit pas, nous, behind the scene. Mm-hmm. Donc, tu ne réapparais pas comme ça à tous les 4 ans, là, comme si de rien n'était, qu'on voit Aurélie Rivard à Rio, à Tokyo. Là, félicitations. Je sais que tu t'es qualifiée aux Jeux olympiques, paralympiques 2024, là, à Paris. Très dernièrement. Donc, mais explique-nous un peu le behind the scene. Comment on arrive là? C'est une question à plusieurs volets, mais oui, nous, c'est pas juste une compétition aux 4 ans. C'est sûr qu'on est actifs à toutes les années. On a une grande variété de championnats. On a les championnats du monde qui sont à chaque 2 ans pour nous. On a les Jeux du Commonwealth, on a les championnats pan-pacifiques, les championnats
de l'Amérique. Il y a les championnats européens aussi, des fois, qui sont ouverts au monde entier. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs compétitions où est-ce qu'on essaie de se tailler une place dans les meilleurs au monde. On compétitionne aussi pour la grandeur de notre équipe canadienne. Puis nous, il faut qu'on se requalifie à chaque année. C'est ça. Donc, à chaque printemps, à peu près, faut qu'on, nous-mêmes, selon les critères, il faut qu'on défende notre place sur l'équipe canadienne même. Et les performances du passé ne compteront pas. Donc, même si moi, on dit, ben, elle a gagné une médaille d'or à Rio, mais ça veut pas dire que ma place est assurée pour les prochains. D'accord. J'étais pas qualifiée le 12 mai, puis le 13 mai, je l'étais. Donc, ça recommence à zéro à chaque année. À chaque fois. Puis entre tout ça, mais c'est sûr qu'il y a énormément de travail, énormément d'entraînement, énormément de... Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais de sacrifices, de grosses décisions, Pour toi, là, si tu avais à nous parler des sacrifices que tu as fait toutes ces dernières années pour en arriver là aujourd'hui, ça serait quoi les plus grands que tu aies fait? Eh ben, si je repasse, tu sais, il faut que je me remette, faut que je redise que, tu sais, je suis sur l'équipe nationale depuis que j'ai 13 ans. Donc, j'ai un peu sacrifié ma jeunesse. Et là, ça a l'air lourd, mais, tu sais, puis c'est ça qui était difficile dans les premières années parce que moi, à 17 ans, je voulais aller dormir chez mes amis le vendredi soir. Je peux pas. J'ai un entraînement le samedi matin. Puis là, je me rappelle de me faire chicaner par mes parents parce que j'avais bu un verre dans un petit party d'été, mais j'avais une compétition dans un mois. Fait que je pouvais pas. J'étais un peu en deux. Puis en plus, en étant si jeune, je comprenais pas tout à fait pourquoi je faisais ça. Ça venait pas nécessairement de moi. Je voyais ma sœur avoir un emploi, avoir plein d'amis, passer l'été, se lever à 9 h. Moi, il fallait que je me lève à 6 h. J'étais dans l'eau. Puis ça me faisait... ça faisait quelque chose, mais oui. Puis ça, c'est une chose. Puis aussi, ma grande passion quand j'étais plus jeune, c'était le soccer. Donc, moi, ma sœur, on jouait beaucoup au soccer. Puis j'ai dû, à un moment donné, choisir entre les deux. Ça a été la décision la plus difficile de ma vie. Je peux juste imaginer. Oui, très difficile parce que... Est-ce que tu aimais autant nager que jouer au foot? Ben, je pourrais dire que j'aimais encore plus le soccer. C'était toute ma vie. La natation émergeait, commençait tranquillement à arriver. J'avais aucune assurance que j'allais avoir la carrière que j'allais avoir. J'étais pas sûre encore. Je voyais peut-être un petit peu... je voyais un potentiel, mini peu, mais c'était vraiment lancer les dés là, à la grâce de Dieu. On se lance. Ça a été très difficile pour l'âge que j'avais aussi de prendre cette décision-là, d'essayer de voir plus loin. Puis, mais alors, finalement, ton adolescente n'a pas été une adolescente. Mais ça a été, ça m'a forgé beaucoup. Je suis devenue, je voyageais seule à 14 ans. Tu matures vite? Tu matures très vite. Tu vis des choses que les autres ne comprennent pas nécessairement non plus. Oui. Puis, donc c'est ça, j'ai eu une autonomie un petit peu plus jeune. Même l'école, je veux dire, j'ai 28 ans, je suis encore à l'université parce que c'est plus long, tu sais. Absolument. C'est le nombre d'heures non seulement le nombre d'heures que je passe à la piscine, mais aussi que je suis pas ici, c'est qu'on voyage pour des compétitions, pour des camps d'entraînement. Ça empêche d'avoir Tu es quoi, là, Aurélie? Tu as quoi, 25-30 heures par semaine? Oui, à peu près, non? D'entraînement? Oui, là, je frôle le 30 heures là, avec tous les entraînements en piscine, hors piscine que je fais. Oui. Puis tu dois jongler les études entre ça et les voyages, c'est ça? Puis j'essaie, plus je vieillis, plus je suis en quête d'équilibre. Donc, j'essaie d'avoir une vie sociale qui est très difficile, très difficile. C'est tout le temps ça qui prenait le bord quand j'étais plus jeune. Les amis, les copains. Les amis, j'ai perdu beaucoup d'amis, tu sais. Puis ça aussi, c'est un autre sacrifice parce que je peux pas aller dans les soupers le jeudi soir. Je peux pas c'est plus difficile. Même à l'université, je peux pas aller faire les initiations, j'irai pas là, tu sais. Donc, ça aussi, c'est... On réalise pas tout ça. Non, fou. Exact. Je peux pas suivre une cohorte non plus. J'ai perdu les amis que j'avais fait dans la première session, je les ai perdus. Ils ont gradué, ça fait 2 ans, tu sais. Mais, tu sais, ça fait partie des choix qu'on doit faire. Absolument. Tout autant de se lever à 5 h du matin en février pour aller nager, puis il fait noir. C'est pas le fun. Mais non. Je remets en question tous mes choix de carrière à chaque fois que mon réveil sonne, tu sais, mais... Mais
malgré tout ça, you're still doing it. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, il y a quelque chose en toi. Oui. Tout à l'heure, on discutait hors onde et je te disais, la passion te décrit. Tu es une jeune fille extrêmement passionnée. Et je pense que malgré tout ça, il y a quelque chose qui fait que tu as continué. Donc, j'imagine que parce que tu étais extrêmement passionnée de ce que... En tout cas, au moins à partir de 16 ans, quand tu savais que c'est ça que tu voulais faire, là. Ouais. Mais il y avait certainement autre chose. Tu avais certainement une carotte, là, une petite nanane là, que tu devais suivre là, pour continuer tout ça. Ouais. Mais premièrement, oui, la passion du sport, de la natation. Je pense que ce qui m'a accroché encore plus, c'est tout ce qui vient avec le sport de haut niveau. Le petit cercle vicieux c'est un peu ça qui m'a sauvée, c'est un peu ça qui m'a accroché de se fixer un objectif, travailler très fort pour l'atteindre et l'atteindre. Je me rappelle encore du rush d'adrénaline, de sentiment que j'avais eu la première fois à 16 ans d'ailleurs, que j'ai eu ça. Parle-nous de ta première médaille. Là, tu me parles de rush d'adrénaline. La première médaille que tu as gagnée. Parce que tu ne peux pas ne pas t'en rappeler, la première médaille. Mais non, puis c'était très spécial, les Jeux de Londres. Pour moi, c'était magique, c'était grandiose. J'avais beaucoup de misère à réaliser où j'étais. Puis c'était la fin d'une longue année, une année assez périlleuse où je m'étais dit, bon, je vais donner ma chance. En fait, je vais faire les efforts qu'il faut, puis on verra ce que ça donne. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Voilà. On verra. Puis finalement, je m'étais qualifiée à 15 ans pour l'équipe. J'étais la plus jeune de plusieurs années à l'époque. Puis j'ai finalement remporté la médaille d'argent aux 400 mètres, qui était une épreuve qui me faisait très peur aussi quand j'étais plus jeune. Donc, tout ce cercle-là, on dirait que je me rappelle encore quand j'ai touché le mur, j'ai comme vu un peu les 3-4 années défiler devant mes yeux. Je suis comme, wow, c'est vraiment pas facile, mais mon Dieu que c'est cool. On dirait que tout ça a valu la peine. C'est ça. It was worth it. C'est ça que tu t'es 100%, dit. Ça. Ah ouais. Rapidement, on oublie le négatif et on se rappelle juste de tout ce qui a bien été. Tu sais, comme la fameuse phrase « no pain, no gain », là, toute la douleur, le stress, les moments plus difficiles. C'est derrière toi. Ça part, là. Tu te rappelles juste de ce moment-là de fierté. Et c'est ça qui m'a accroché puis qui m'a un peu lancé là-dedans, qui m'a donné le goût d'en vouloir plus, qui m'a donné le goût de... Donc, malgré tout ça, tu continues parce que... Est-ce que ça serait vrai de dire que tu as le goût de retrouver cette excitation-là, ce sentiment-là? Oui, puis c'est plus... On le recherche après tout le temps. On le recherche partout. Puis je recherchais les émotions fortes aussi. Ah oui. Je voulais prouver à moi-même de quoi j'étais capable. Donc, c'était aussi pour voir où étaient mes limites, où est-ce que j'étais capable de les repousser jusqu'à où. J'en voulais... Puis là, on tombe un peu dans un cercle, mais je voulais vraiment aller le plus loin possible. Puis on aime ça, tu sais. Tu me parles de repousser tes limites. J'ai 2 enfants et les 2 sont des athlètes compétitifs au hockey. Okay. Et je dis à mes 2 enfants, un garçon et une fille, je leur ai toujours dit, parce que je l'ai vécu, ne te compare jamais aux autres. Essaye, la seule personne contre qui tu compétitionnes, c'est toi-même. You want to be better today? C'est toi. Toi, sois meilleur que tu l'étais la dernière fois que tu as touché la glace. Kind of thing. Parce que je te raconte un truc. Quand je compétitionnais, mon sport à moi, c'était la nage synchronisée. Et des fois, mes coéquipières, je ne sais pas si ma coach... J'ai pas mémoire que ma coach m'a fait des commentaires là-dessus. Mais je ne restais pas... Tu sais, des fois, on va sur le bord de la piscine et on regarde les autres. Ouais. Parce qu'en nage synchronisé, c'est direct, c'est live. Ouais. La note, elle apparaît tout de suite après la performance de l'athlète. Et moi, j'étais dans la salle de bain. Je ne regardais jamais la compétition. Je demandais... On venait me chercher. « Nawel, c'est ton numéro. Nawel, c'est ton tour. » Je sortais when it was my turn. Et je me rappelle, alors bien sûr, avec du recul, c'était très inconscient. Je ne le faisais pas exprès, mais avec l'expérience et la maturité, je me suis rendu compte que j'ai fait ça pendant des années
pour minimiser l'anxiété, le Ben stress. Et je me disais, mais je m'en fous de la note qu'elle va avoir, celle-là, avant moi. Je m'en fous de qui va passer avant moi. Moi, si j'ai eu l'argent à la dernière compétition, I was aiming pour l'or. Ouais. Si j'avais eu l'or, je veux le maintenir. Si j'avais eu le bronze, je voulais l'argent. Ouais. Je me mettais, moi, comme exemple. Et je trouve ça très important. Et quand j'ai lu que tu avais battu ton propre record mondial aux 400 mètres libres, écoute, moi, je lisais ça, puis je me dis, oh my God, I relate. Parce que c'est contre toi-même. Oui, oui. Mais je suis 100% d'accord avec ça parce que c'est aussi ça que j'applique. Et c'est spécifiquement, c'est pour deux choses. C'est pour diminuer le stress. Et c'est très simple, c'est que c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. C'est-à-dire Absolument. moi-même. Et c'est tout. Je ne peux pas contrôler les performances des autres. Puis, j'ai poussé ça encore plus loin. C'est même pas... Moi, mes objectifs ne sont pas basés sur les médailles, même ceux que j'ai eus. Parce que la médaille est encore contre les autres. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Et encore une fois, et ça... Puis là, je sais que c'est là-dessus, c'est la base des jeux, mais pour moi, ça ne signifie pas l'athlète que tu es non plus. Absolument. Que tu gagnes la médaille d'or. Ça ne te définit pas en tant qu'athlète. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas tout fait en ton possible pour être à ton meilleur. Absolument. Ça ne veut pas plus dire que tu as eu une excellente course. Il y a des médailles d'or que je suis pas fière, que j'ai lancées dans mon garde-robe. Puis il y en a où j'ai fini 4e, 3e, et c'était une excellente course. Puis je sais que j'ai fait le meilleur. Parce que tu as tout donné. Parce que j'ai tout donné. Donc moi, à tous les jours même, la compétition est contre moi-même. Je veux m'améliorer sur les points techniques. Et quand je me fixe des objectifs en compétition, même au jeu, c'est sur la base de mon temps. Donc, moi, je veux faire plus vite que ce que j'ai fait l'année passée. Exact. Et là, aujourd'hui, mes temps, c'est des records du monde. Donc, moi, c'est ça que je valorise beaucoup plus que la médaille. Mais je veux faire plus vite que les années précédentes. Et si je fais plus vite que les années précédentes, ben, la médaille va c'est une conséquence. C'est pas un objectif. Absolument. Ça se peut que la personne à côté de moi soit malade et je gagne plus facilement. Ça veut pas dire que c'était une bonne course. Et ça se peut aussi que la personne à côté de moi soit dopée. Ouais. Ça veut pas dire que moi, j'aurais pas dû gagner. Je méritais pas. Donc, j'essaie vraiment de laisser ça de côté. Et j'entends mes coéquipières, surtout les filles avec qui je nage ici au Canada, regarder le classement mondial à toutes les semaines. Il y a une nouvelle fille là, elle a fait ci, elle a fait tel temps. Mais je sais pas de qui il parle. Je les connais pas. Je veux pas le savoir. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas, premièrement. Ouais. Mais je veux pas plus le savoir parce que je veux pas que ça ait un impact. Je veux pas le laisser. Mais c'est juste un élément de stress, je trouve. C'est juste un élément de stress inutile. On n'a pas de contrôle sur les autres. Puis, donc ça aide vraiment à dire, ben qu'est-ce que je peux contrôler ici? Ma préparation, moi-même, ma propre course, ma stratégie. Ça finit là. Ça. Je regarde même pas. Ça, c'est quelque chose que j'applique même dans la vie de tous les jours, mais nous, dans la piscine, il y a une ligne noire, là, au fond. Oui. C'est juste ça que je regarde pendant la course. C'est là-dessus que je me concentre. Puis, c'est ça que je dis aux autres aussi. Cherchez votre ligne noire, là. Trouvez votre ligne noire dans peu importe votre focus. Ce que vous faites, là. Focussez là-dessus. Regarde pas à droite, à gauche. C'est du bruit. Ça veut rien dire. Si la personne est en avant de toi, ça se peut qu'elle manque d'énergie pour finir. Ouais. Et vice-versa. Regarde en bas, là. Concentre-toi sur toi-même. Reste dans ta bulle. Aie confiance en ta propre préparation, puis fais tes affaires. C'est un conseil qu'on m'avait donné que je valorise énormément encore aujourd'hui. Puis je trouve que ça fait toute la différence. Et pour maintenir tout ça, là, tu vois, tu parles, tu as vu, là, je t'entendais, tu avais pour ceux qui ne regardent pas, mais qui nous écoutent, tu avais les yeux qui pétillaient en nous racontant cette partie-là. Mais tu dois être capable de maintenir tout ça. Comment ça se finance, tout ça, Aurélie? Comment tu es capable, là où tu es rendu aujourd'hui, à financer? Quel genre de support on a lorsqu'on est à un niveau paralympique? Explique-nous. Mm-hmm. Bien, en fait, premièrement, tous les athlètes de toutes les équipes nationales au pays, on a un brevet donc, qui est financé par Sport Canada, qui est au même montant. Mmh. Donc, que je sois moi, que ce soit Charles Hamelin, que ce soit une nouvelle de 18 ans, on va tous avoir le même montant alloué annuellement.
Après ça, il y a une différence entre développement et senior. Donc, il va y avoir un petit peu plus d'argent quand tu as un brevet senior. Et ça veut juste dire quand ça fait 2 ans que tu es sur l'équipe nationale. C'est ça? OK. Puis après ça, tu vas avoir aussi une compensation supplémentaire si tu es situé dans le top 5 mondial de ton propre sport. Donc, tout ça, c'est paralympique, olympique égal. Et encore une fois, il va y avoir un supplémentaire tout dépendant de la province dans laquelle tu exerces ton sport. Après ça, c'est les commanditaires. On sait, bon, c'est pas la chose la plus simple d'en trouver et d'en avoir. Moi, j'en ai. Je suis privilégiée dans ce... C'est ça que j'allais dire. Tu es commandité par... Est-ce que tu as un commanditaire principal ou tu en as plusieurs? J'en ai plusieurs. Là, ils sont pas tous annoncés. Fait que je peux pas tous les dire. C'est pas grave. Mais les deux plus... ceux qui sont avec moi depuis plus longtemps, c'est Speedo et Gatorade. Oui. Puis chez Visa aussi, que je travaille avec eux depuis quelques années, Air Canada. Puis j'en ai eu d'autres. J'ai eu Toyota. Il y en a eu plus qu'un. Mais est-ce que je me trompe si je disais... C'est pas facile d'être commandité à un niveau paralympique. Est-ce que tu penses que c'est moins évident le paralympique que l'olympique? Les astres doivent être alignés pour les athlètes paralympiques. Puis c'est pas facile pour les athlètes olympiques non plus. Par contre, athlète paralympique, il faut cocher toutes les cases. Donc, souvent, parce qu'on m'a beaucoup comparé dans ma vie à Penny Olexia, qui est une des plus... C'est l'athlète féminine la plus médaillée des Jeux olympiques au Canada. Puis, elle a 4 ans de moins que moi. Elle, ça le suffit, sa médaille aux Jeux. Les commanditaires sont arrivés, ont cogné à la porte. Moi, je dois avoir non seulement les médailles, plus qu'une d'ailleurs. Faut que je sois charismatique, faut que je sois disponible, faut que je sois souriant, faut que j'aille une... Faut que tu aies de l'entre-gens. Exact. Puis je suis... Puis ça, c'est avant. Là, je parle de peut-être... Ça fait 10 ans. Là, aujourd'hui, j'ai une bonne relation, avec eux. Puis ils ont appris à te connaître aussi. Exactement. Ils ont appris à me connaître. Nos histoires et nos valeurs sont alignées et ça va. Mais pour les nouveaux, c'est souvent... faut que ce soit la bonne journée. Faut que ça soit... C'est un petit peu plus difficile d'accès, c'est sûr. Ah oui, hein? Parce que... veux pas, pour égal, dans les yeux du public, dans un peu la valeur, la valeur qu'accorde le public à une médaille de bronze olympique, moi, il faut que j'en aie 3 d'or, pour essayer d'équivaloir. Le paralympique, tu veux dire? Oui, je comprends. Fait que c'est sûr, c'est comme si, moi, ce que je ressens quand tu parles, c'est comme si que tu dis... faut travailler plus fort, faut briller plus fort, faut être inspirant, faut être inspirant, faut être plein de trucs plus. Exactement. Faut être plus. Faut être plus. Exactement. Puis souvent quand là ça change, honnêtement, je vois ça change, ça évolue, ça s'améliore. En 2016, j'étais souvent la seule athlète paralympique commanditée avec quelques d'autres Olympiens. Aujourd'hui, là, on est plusieurs. Et on est, je pense, tous les commentaires que j'ai, je suis pas la seule athlète paralympique, ce qui est... donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y a une ouverture depuis les dernières années, une accessibilité un peu plus... Exactement. C'est plus... je vais pas dire facile d'accès, mais un petit peu plus accessible qu'avant. Mais quand tu as commencé au début, là, je vais dire ça comme ça, faut pas le prendre, mais je me dis, femme, athlète, donc femme sportive, paralympique... t'as pas dû l'avoir facile? Non, j'ai le double... la double minorité. Je peux pas croire que t'as pas vécu des trucs... Ben, constamment. J'ai... Des commentaires, j'en suis convaincue. Oui. Mais je dirais que plus jeune, ce qui m'a le plus affectée ou ce qui était le plus commun, c'était les commentaires par rapport au fait que je suis une athlète paralympique. C'est ce qui me sautait le plus aux yeux. T'sais, moi, je me rappelle encore, là, comme si c'était hier, de me faire demander si j'étais une vraie athlète ou une paralympienne. C'était un ou l'autre. C'est comme ça qu'on te le disait. Oui. Est-ce que tu es une vraie? Une vraie... Toi, es-tu une vraie athlète ou t'es juste une paralympienne? Et souvent, oh my God, je vais dire, par exemple, 9 fois sur 10, les gens réalisaient pas ce qu'ils disaient. C'était vraiment encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance. Je trouve que c'est la source... de bien des malheurs. Exact.
c'est pas par mauvaise intention. Il y en avait peut-être quelques-uns. Puis c'était la petite paralympienne. C'était très... on était très dévalorisés. Puis c'est ça que parce qu'en plus de se faire... Tu sais, c'est ça, c'est qu'on évolue dans un milieu d'hommes ou historiquement masculin. Oui. Où qu'est-ce qui est valorisé dans le monde du sport, c'est des caractéristiques typiquement masculines. Donc, la force, puis ça pleure pas des bons athlètes, puis ça n'a pas d'émotion, puis il faut travailler fort. Ce qui est tout historiquement plus attribué à un gars. Ouais. Les gars sont plus forts au gym, sont plus vite, sont plus ça. Donc, non seulement on se fait comparer à des hommes. Moi, je me suis fait comparer à mes collègues masculins toute ma vie, mais en plus, je me fais comparer à des Olympiens. Oui. Fait il y a les deux. Ça, puis quand j'étais plus jeune, c'était surtout la comparaison avec les Olympiens qui me dérangeait. Et je te dirais que plus je vieillis, plus c'est la comparaison avec les gars qui me dérange. Oui. Les petits commentaires que je voyais pas nécessairement quand j'étais plus jeune, mais qu'aujourd'hui, je vois beaucoup. Comme quoi? Est-ce que tu as des exemples à me donner? Ben, on peut tout dire. On peut tous dire sur Complice. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est des commentaires. C'est, mettons, moi et un nageur masculin, on peut arriver en même temps à l'entraînement en retard. Lui est occupé, moi, je suis pas à mon affaire. Ah oui, hein? Oui. Où on s'entraîne très fort. Puis les deux, le gars et moi, on n'a pas la bonne... on n'a pas un bon entraînement particulièrement. Ouais. Moi, je travaille pas assez fort, lui, il est fatigué. Tu sais, c'est beaucoup ça. Ça, je le vois beaucoup. Donc, en fait, la jante masculine est excusable. C'est ça que j'entends. On a peu de place à l'erreur. Puis ça, je pense que c'est commun à beaucoup de milieux pour la femme, point. Pour la femme athlète, pour la femme sportive, absolument. La femme sportive, mais la femme travailleuse, point. Oui. Puis, tu sais, si j'allais dans des régions un petit peu plus conservatrices du pays, je te dirais que c'est pire au Canada anglais juste parce que les valeurs sont un petit peu plus conservatrices qu'au Québec. Puis on me demandait beaucoup, mais où tu prends le temps de t'occuper d'un homme chez toi? Ben là, ton chum, ça le dérange pas que tu sois tout le temps parti comme ça. Beaucoup sur ces questions-là. Ouais. Puis encore plus basique, c'était... mettons, au gym, ben ce gars-là fait ça, pourquoi toi, t'es pas capable? Ils sont, tu sais... Donc, c'est beaucoup la comparaison négative. On nous... Et comment tu... Bon, je sais qu'avec le temps, on dit toujours qu'on va apprendre à gérer. Mais comment tu gères ça? Comment tu as géré ça? Ah, ben... tu fais fi des commentaires? Oui, je pense qu'on apprend à se détacher. Il faut apprendre à se détacher de ce que les autres disent et pensent, d'une partie. Mais moi, je confrontais beaucoup. Par contre, c'est grugeant. T'sais. Ben oui. Parce qu'on dirait que j'avais un devoir, une responsabilité d'éduquer, mais ça gruge l'énergie. Donc, j'essaie encore aujourd'hui d'essayer de dire ça ne m'affecte pas, ça veut pas. Ça m'appartient pas, exactement. Ça ne m'appartient pas. C'est pas facile, par exemple. Mais non. Parce que moi, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Mais faut apprendre à se distancer de ces choses-là. On peut pas changer absolument une culture à soi. Par contre, on peut contribuer. Je trouve, honnêtement, qu'il y a eu une nette amélioration depuis 2017. MeToo, là, surtout dans le milieu du sport. C'est là aussi, on a vu dans les médias toutes les histoires qui ont ressurgi, surtout avec la natation artistique. Oui. Mais ça a contribué aussi à un peu une évolution par rapport au féminisme aussi en général. À la vision et la perception qu'on avait de la femme. Le respect, le traitement qu'on donnait. Puis, comme je disais un peu pour la comparaison paralympique-olympique, même chose pour hommes-femmes. Ça a été... les gens sont pas mal intentionnés nécessairement, mais c'est tellement ancré. Oui. C'est dur. C'est de défaire des patterns, c'est de défaire des conceptions, des mauvaises conceptions. Ben, des croyances. Des croyances erronées. Exactement. On entend ça toute notre vie, donc on répète. Hein. Puis les choses que j'entends, souvent, ça me jette à terre, mais c'est un peu... Puis c'est vrai que ça vient avec... C'est à nous de dire, mais non. On confirme ça aujourd'hui. T'es une athlète, t'es une athlète. Que tu sois paralympienne ou olympienne, on est d'accord que
la compétence, elle est égale. Exact. Moi, Que tu sois une femme ou un homme, là, oui, bon, on va parler de compétences peut-être ou de... Tu sais, il y a quelque chose qui est sorti dernièrement là, dans les médias de quelqu'un qui... Elle se fait dire, donc une femme, hein, elle a changé son sexe, son genre, et elle voulait compétitionner avec... Donc, c'est un homme qui a changé de sexe, de mémoire, et elle voulait compétitionner avec les femmes. Et il y a eu toute une réaction du public, mais comment ça, la force physique, comment... Alors, tu sais, on est là-dedans dans la société aujourd'hui et on en parle ouvertement et tant mieux. Mais c'est ce que tu dis, on va, je pense, continuer à discuter de ce genre de sujet encore longtemps. Je pense que là, on est comme en plein milieu, c'est le début, là. Oui, et il y a des choses qui vont être réglementées, dans le sport surtout, jante masculine, jante féminine. Et puis, qui aujourd'hui est dans le côté masculin, qui aujourd'hui est considéré côté féminin? C'est pas évident. Mais c'est un changement de culture qui va prendre sûrement 1 ou 2 générations. Tu sais, ça se fera pas Ça se fera pas exactement en claquant les doigts. C'est de se poser des bonnes questions, de définir quelles sont les valeurs qui sont prônées, qui on supporte. Est-ce que, tu sais, est-ce que c'est... On l'a vu de plus en plus avec les Michael Phelps, les Simone Biles, Jonathan Drouin qui sont sortis dans les médias pour parler de leur détresse psychologique. C'est des hommes, c'est des athlètes. Simone qui est la meilleure athlète au monde presque. Oui. C'est pas évident. Un athlète qui est fort, c'est pas un athlète qui est infaillible. Donc là, OK, on commence à réaliser ça, que le super humain, le super athlète, c'est pas quelqu'un qui vit rien, puis qui est courageux, puis qui n'a pas peur. C'est pas un super-héros. Au contraire, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui craque, c'est quelqu'un qui vit avec beaucoup de pression, mais qui apprend à la gérer, qui essaie de... qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions quand ça va pas, parce que c'est faux que ça va tout le temps bien. Absolument. C'est pas vrai que les hommes ont moins d'émotions que les femmes. C'est tellement faux. Donc, c'est tout ça est à redéfinir, à revoir. On est en plein on a un moule à casser. C'est pas facile parce qu'on dénature aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont confortables là-dedans, qui soudainement sont mal à l'aise. Mais c'est à nous aussi de prendre le temps. Ça va se faire, je pense. Ça va prendre du temps, mais on a un peu... Je pense qu'à travers les actions qu'on pose aussi, puis les discussions qu'on a, on a une certaine responsabilité aussi d'éduquer, mais ça va arriver. On vient de flirter, si je peux le dire comme ça, sur un sujet. Tu parlais de détresse psychologique. Tu fais comment? Comment tu réussis à gérer le stress mental? Parce que oublie physique, là. Moi, il y a une différence dans le sport compétitif. Tu as la technique, tu as les compétences physiques, mais tu as aussi, ce qui est pour moi le plus important, c'est le mental, c'est la force mentale. C'est vraiment tout se joue là pour moi. Une grande partie, en tout cas, se joue là. En ce qui me concerne, j'y crois beaucoup et je le sais que c'est comme ça. Mais comment tu réussis, toi, à gérer? Qu'est-ce que tu fais qui te permet de... décompresser puis respirer. Mais elle ne me dit pas rien. Non, mais pas rien. Au contraire, même au bout de autant d'années, j'ai encore beaucoup de stress, puis je doute énormément de mes propres compétences, puis de qu'est-ce qui va arriver. Puis tout le mental est la chose la plus importante pour les athlètes, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Le corps va suivre ta tête. Absolument. Et un des meilleurs, c'est même pas un conseil, c'est un statement qu'on m'a dit, c'est peu importe si tu te dis que tu vas gagner ou tu vas perdre, tu as sûrement raison. Puis c'est vrai. Oui. C'est la tête en premier qui va décider, puis le reste va suivre. Là, personnellement, moi, j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif et même un préparateur mental, parce que c'est comme 2 choses différentes. Je fais énormément de travail sur moi-même aussi pour comme on disait, me concentrer sur ce que je peux contrôler. Absolument. Puis essayer de tasser le bruit un peu inutile le plus possible. Me distancer de ce que les autres vont penser, des attentes aussi. Puis
j'essaie, même de plus en plus en vieillissant, d'avoir des distractions positives aussi, de jaser de d'autres choses que de la natation, de parler à des gens qui n'ont aucun rapport avec mon milieu, Exact. d'être quelqu'un d'autre. Mes études ont beaucoup aidé aussi par rapport à ça parce que je me force un peu à être Aurélie la nageuse quand j'embarque dans l'eau et je suis plus cette personne-là quand j'en sors. Après ça, j'ai des études, ça me permet de me concentrer à 100% sur d'autres choses. J'ai des objectifs là-dedans, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc, ça me permet Tu d'être... n'es pas juste elle. une athlète. Non, là. exactement. Tu es autre chose. D'avoir... Ça aussi, ça aide beaucoup, je pense. Puis c'est nouveau. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et on commence à en discuter. Ça commence à émerger. Ouais. Mais vraiment d'avoir pas ses œufs dans le même panier. C'est vraiment la pandémie qui m'a appris ça. Là, parce que je me suis réveillée le matin de la pandémie. J'ai plus rien. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? J'ai plus de natation. J'ai plus Comment tu te de définis? revenus. Comment je me définis? Quels sont mes objectifs? C'est Un gros. grand coup. Et c'est un coup que beaucoup d'athlètes vont avoir quand ils prennent la retraite. Alors, comment on l'évite? Comment on prépare aussi le après? Parce qu'il y en a un après. Ben oui. Donc, c'est vraiment, je trouve, diversifier ses intérêts. J'aime ça, moi, aller voir mes amis, ma soeur et parler de toutes choses. Sauf le sport, absolument. Et vraiment, c'est comme, on respire, on passe à d'autres choses. Puis, au quotidien, je vais avoir un objectif ultime qui va être les Jeux, par exemple, de remporter une médaille d'or, de défendre mes records du monde. Oui. Mais c'est pas à ça que je pense en me réveillant le matin. Donc, c'est aussi de défaire les objectifs en escalier un petit peu. Oui. Ben, Donc, les priorités. puis, OK, oui, ultimement, c'est là que je veux me rendre, mais le saut est beaucoup trop haut. Beaucoup trop Ça fait grand, peur, hein, ça si fait t'as peur. joué, ça fait peur. Ça te tente même pas de te lever de ton lit quand tu regardes aussi haut. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va m'en rapprocher tout petit, là? Ouais. Boire plus d'eau, faire, des petites affaires. Et à un moment donné, tu accomplis tout ça, puis tu regardes en arrière, mon Dieu. Mais je suis rendue là. Je m'en suis pas rendu compte. Alors, ça enlève énormément de pression des épaules. C'est vrai ce que tu dis, oui. J'ai dit beaucoup de choses, mais... Mais non, mais tu as dit beaucoup de choses, mais beaucoup de choses intéressantes. Oui. Et Aurélie, s'attends-tu? J'ai des petites questions en rafale pour toi. Vas-y. Tiens, j'ai hâte de te les poser. T'es prête? Oui. Donc, on réfléchit pas trop, hein? Essaye de répondre sans trop réfléchir. Ton rituel pré-compétition? Mon rituel pré-compétition, honnêtement, c'est faut que je boive un café avant ma course. S'il n'y a pas de café, c'est la seule chose qui va me faire un peu paniquer. Un café ou un décaf? Non, café. Un café. Si tu pouvais nager dans n'importe quelle piscine dans le monde, laquelle choisirais-tu? Ben, c'est sûr que la piscine à Sydney, qui est dans l'océan, me fait un peu rêver. Je la vois tellement partout. Mais j'ai eu la chance de nager dans une piscine infinie en Israël, dans le désert. C'était la plus belle piscine que j'ai vue de ma vie. Et, Nice. Oui, c'était vraiment beau. Alors, c'est quoi? C'est Israël ou Sydney? Mais je vais dans Sydney parce que tu l'as pas fait. Là. Tu l'as exactement. Mais, ouais. Ton plat préféré après une compétition? Et ne me dis pas des pâtes. Non, vraiment pas. Pas de poulet, pas de pâtes. Je vais être très basique québécoise, mais la poutine m'attend souvent. Après. Puis si on est encore dans les pays, tu sais, la dernière journée de compétition, dans les villages, on va souvent aligner la pizza qui servent, ouais. Ah ouais? Un film ou une série que tu regardes en boucle? Ou Suits. Oh, nice. Ouais, je l'écoute en ce moment, puis ça doit être la 3e fois. Là, c'est vrai, c'est tellement bon. Ah oui. Si tu n'étais pas une athlète, que ferais-tu? Ah, ça, c'est une question que j'ai essayé d'éviter de me poser. Parce que j'ai l'impression que la personnalité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas. Mais on vient de dire que ça ne te définit pas au complet, là. C'est vrai. Mais là, pour être cohérente avec ce que je fais, j'ai étudié en droit, donc je vais dire avocate. Nice. Oui. Bravo. Ouais. Et là, est-ce que, tu sais, je me dis, sur un ton plus inspirationnel, tiens, je vais le dire comme ça, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent, mais aussi à ceux qui aspirent peut-être à aller dans le sport compétitif, ceux qui y sont déjà et qui aspirent à se dépasser? Quel message tu veux passer à ceux qui nous écoutent? Et peut-être c'est même pas des gens dans le sport, hein? Peut-être que c'est des entrepreneurs, peu importe. Non, mais je trouve beaucoup de points communs avec, mettons, le parcours que j'ai eu. Je trouve qu'il peut s'appliquer, les choses qu'on apprend, les leçons, les défis s'appliquent, je trouve, dans beaucoup de milieux. Absolument. Pour ne pas dire tous. Mais moi, la chose que j'ai le plus appris, je pense, c'est qu'il n'y a pas juste un chemin pour mener
soit au succès ou à ce qu'on veut. Il n'y en a pas une route là, qui mène à Rome, tu sais. Quand j'ai dit à mon père, homme des années 60, je veux être une athlète professionnelle, moi, en tant que petite fille avec un handicap, mais pourtant, c'est ce que je suis aujourd'hui, je vis de mon sport. Donc, il n'y en a pas juste un chemin. Je n'avais pas la personnalité... selon moi, je n'avais pas la personnalité requise pour être une athlète. J'étais un peu dans le syndrome de l'imposteur. Pourtant, Tu le fais. c'est ce que je fais et c'est ce que je suis. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre par ce qu'on pense, ce qu'on connaît, ce que les autres disent. Il faut se faire confiance. Il faut croire en vous, croire en vos rêves. Faut foncer. Exact. On n'a rien à perdre. Exactement, il faut foncer. Absolument. Oui, je pense que c'est ça. Je te souhaite, mais du fond du cœur, tout le succès que tu mérites à Paris. Tu quittes dans pas longtemps. Non. Au moment où est-ce qu'on se parle, là, je sais que tu quittes dans pas longtemps. Je te souhaite l'or, Ben oui. mais c'est pas grave parce que tu l'as dit tantôt, la médaille ne définit pas C'est vrai. tout ce que tu as fait pour y arriver là. Ouais. Donc bravo d'abord de t'être qualifiée et tout le succès du monde à Paris. Merci, c'est vraiment C'était hyper sympa. J'ai adoré te recevoir. J'espère que tu as apprécié ton expérience. vraiment une belle discussion. J'ai aimé. Bah. Merci beaucoup. Merci à toi, ma belle Aurélie. Merci, c'est gentil.